Et bah attends, je vais faire une clap pour la synchro. Ouh. Bah bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien. Écoute, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça va bien. Je m'appelle Pandore, j'ai 29 ans, 30 ans dans un mois, quasiment tout pile. J'ai hâte de les accueillir, ces 30 ans. La vingtaine était assez compliquée, Ok. mais là, je sens que c'est beaucoup de changements qui se jouent justement parce que je me suis enfin trouvé. Ça a été beaucoup d'années de sortir de l'adolescence, du quête familial, trouver qui on est, notamment avec la question de transition de genre. Voilà, ça c'est pour mon âge, c'est bon, c'est réglé. Non, mais en plus hier, pardon, je dévie. T'inquiète. Déjà, Vas-y, c'est court. hier, je me suis fait peser avec tu sais, toutes les analyses de graisse, etc. Oui. L'âge de Donc, mon t'as le corps, truc c'est que t'as là. 26 ans. Oh, Ouais. slay. Donc, on me donne toujours plus jeune que mon âge. Et sinon, parfait sur tous les trucs, la masse graisseuse, etc., la masse musculaire. Actuellement, je suis dans le commerce, dans la vente. Mhm. Plus pour longtemps et on verra vers où on part. Bon, le monde du travail, c'est assez compliqué pour moi puisque ça m'intéresse pas. Enfin, juste Ok. travailler pour travailler. Mm. Enfin, c'est bon, on fait juste vivre le système capitaliste et puis voilà. Mais du coup, à côté de ça, j'ai beaucoup d'activités, notamment créatives. Donc, depuis mes 15 ans, je fais du dessin. Depuis mes 16 ans, je fais de la couture. Derrière, j'avais passé aussi un diplôme en couture, donc en modélisme. Je pense que c'est ces deux activités qui m'ont mené vers l'univers du drag. Il a juste fallu que je rencontre la communauté LGBT. Parce qu'avant, je faisais ces deux activités, mais pour moi, elles étaient un peu déconnectées. Et puis un jour, j'ai découvert le drag. Et puis là, bah oui, je pouvais dessiner, coudre mes tenues et aller les porter parce qu'il y avait vraiment ça en tant qu'un mec gay dans la vie quotidienne. Bah, tu peux pas porter des robes, tu peux pas porter, enfin, tu peux. Oui, mais C'est la société n'accepte pas de. N'est Voilà. pas ouvert à ce genre de choses. Et je pense que pour moi, il jouait quand même autre chose derrière le fait de vouloir porter des vêtements féminins. C'était vouloir être cette personne-là. Du coup, le drag m'a occupé pendant quasiment 3 ans quand même, hein. J'ai commencé en octobre 2022, Ok. donc un peu moins de 3 ans. T'as connu le drag quand? 2021, juin 2020. Juin 2021, ouais. Ok. Par mon ex. Durant le deuxième date, il m'a invité à une Gemini Night. Et en fait, je suis allé le voir et la personne qui gérait les entrées m'a dit mais vas-y rentre, c'est bon, c'est bon. Et donc c'était mon premier show de drag et je crois, je sais plus qui il y avait exactement sur scène à part Edea. Et Edea qui avait une grosse perruque rousse, une robe fourreau en simili-cuir blanc, il me semble. Et il y a vraiment eu ce truc de... C'était une musique des années 80 et elle lâchait des paillettes et vraiment comme si les projecteurs se mettaient sur moi au ralenti et je me suis dit je veux être à sa place. Ah, c'est trop bien. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça que j'ai rencontré la scène drag parce que du coup mon ex était ami avec Jamie Nickey, avec Morgan et vraiment tout un groupe de potes qui étaient très présents sur la scène drag, que ce soit en bénévole ou en artiste et ça m'a un peu fait découvrir tout ça. Les garçons sauvages aussi. Je me suis mise au drag que plus d'un an plus tard. Après ma séparation, parce que c'était un moment où je me suis dit, c'est bon, allez, on y va. Ça faisait des mois que je me disais, je veux passer sur scène, notamment, j'étais sortie maquillée avec perruque et tenue en garçon sauvage, et à chaque fois qu'on rentrait à la maison, je lui disais, il se passe quelque chose là. Enfin, c'était pas juste, je me prends pour une femme, ça vient vraiment jouer avec mon identité. Ça a mis du temps avant de se développer un peu plus, hein, mais vraiment, il y avait ce truc de sortie de garçon sauvage où j'avais pas envie d'enlever la perruque, j'avais pas envie d'enlever le maquillage. Et je comprenais pas pourquoi. À cette période-là, j'avais 26 ans. Sur la fin, j'allais pas en garçon sauvage pour m'éviter ce sentiment-là. Ok. M'éviter de ressentir ce truc de... Que c'est juste un déguisement. Et Ouais. que c'est pas toi. Ouais. Je vois très bien ce que tu dis et pourquoi je ne fais plus de drag. Ça, c'était une autre question. Ouais. Les premières fois où tu étais en drag, genre t'es hyper à l'aise, parce que tu te sens genre vraiment toi. Et après, à force de le faire, en fait, ça t'épuise. Parce que tu sais, il faut que tu l'enlèves. Ouais. Et ça, c'est... Et ouais, non, je vois très bien. Ouais, puis aussi, je pense, sur les débuts, quand tu commences à te maquiller, t'as un peu une euphorie et tu dis, waouh, je suis super belle. Non. Sur le moment, oui. Tu revois ça 2 ans plus tard et tu te dis, ma puce, ton maquillage, il était pas bon. Mais j'ai retrouvé les premiers make-up que j'ai fait, c'est une catastrophe. Je faisais les sourcils en couleur.
les lèvres avec la même couleur. C'était plat, il n'y avait pas de contouring. C'était une catastrophe. Parce que toi aussi, tu faisais tes sourcils beaucoup trop hauts. Je gardais mes sourcils, je rajoutais par-dessus. Okay. Tu vois les bonbons là, qui piquent là sur la langue, là, colorés exactement ça sur la gueule, avec les mêmes paillettes et tout, genre. Oui, t'as juste dit gay en fait. Je t'ai mis le drapeau. Le drapeau sur le visage. Je me rappelle, il y a plein de maquillages. Moi, quand j'ai commencé la scène, on m'avait dit, mais t'as déjà fait du drag, c'est pas possible. Pas vraiment, mais en fait, je m'étais énormément entraîné chez moi. Les sourcils, j'ai des photos que personne n'a jamais vues. Ou les sourcils où je regardais Drag Race à ce moment-là, et c'est comme ça que j'ai découvert aussi en dehors de la scène locale. Et il y a toujours les sourcils qui montent vraiment beaucoup. Et quand tu sais pas faire, moi vraiment, j'avais collé. Et j'avais dessiné au-dessus, et vraiment accent circonflexe en fait. Franchement, t'as l'air à la fois étonné, en colère, t'as toutes les émotions sur ton visage. On peut pas dire qu'il y en a pas. T'as choisi 2 photos qu'on a fait. Parce qu'on a dit une, et j'en ai choisi 2 parce que je sais pas choisir, je suis balance. Grâce à ça, ça va être le fil conducteur de l'épisode. Reconstitualiser, ça ? Recontextualiser. Voilà, moi je suis photographe sur Lyon. J'ai fait énormément de photos dans le milieu. C'est vrai, je t'ai pas demandé ça. Qu'est-ce que tu fais toi ? Je suis au chômage. Ah non, j'ai même plus le droit, donc je suis ça. J'essaie de survivre. Et dans le déni. Et je fais de la photo. Beaucoup de photos dans le milieu queer. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir mettre des mots sur les photos que je fais. Parce qu'en fait, chacun a une image, un background derrière. Et qu'il le met sur scène. Et surtout avec toi, enfin, on le ressent, on en parlera plus tard. Mais du coup, tu as terminé cette phase drag pour devenir Pandore. Quelle photo en prio tu voudrais parler ? Je pense qu'on va en parler dans l'ordre où ça s'est passé. Je vous la montre. Les auditeurs et auditrices, vous ne les verrez pas. Et du coup, ce qui va être intéressant pour les personnes qui ne vont pas voir la photo, il faut que tu la décrives. Oh là là, j'ai fait ça il y a 15 jours sur un test pour le TSA, mais on décrit la photo sans l'interpréter. Qu'est-ce que tu vois ? Après, tu peux l'interpréter de la manière, et comme ça, les gens, ils vont avoir leur vision. Et c'est une autre façon de lire la photo, je trouve. C'était à la Detox février 2023. C'était une édition spéciale Queeros, il me semble. Pour cette scène, je l'avais vraiment très très bien préparée, donc j'avais fait la perruque, la tenue, tout, comme sur toutes mes scènes en fait. Ouais, mais là, c'est complètement dingue, parce qu'il y avait combien de... C'est une robe à œillets du coup, en simili-cuir doublé avec un satin duchesse, tout en rouge, rouge bordeaux, et le simili-cuir était irisé, cuivré. Il y avait 780 œillets. Enfin, l'année dernière, j'ai fait des retouches sur cette robe parce qu'avec les œillets, la robe n'était plus à ma taille. C'est pour ça que j'avais mis des pads énormes, parce que d'habitude, je ne mets pas de pads, et là, j'avais 5 cm de chaque côté. Les œillets venaient vraiment écartés, j'avais 2 à 3 tailles de trop. Mais toutes les coutures sont faites avec les œillets. Le seul aspect couture qu'il y a sur cette robe, rattacher la doublure au tissu extérieur. Mais sinon, tous les panneaux de tissu tiennent grâce aux œillets. Donc c'est aujourd'hui 900 œillets du coup qui sont passés, même s'il y en a 780 sur la robe. 40 mètres de lassage. Ça en fait, pour enlaçage, de passer de haut en bas. T'as mis combien de temps pour Je faisais une demi-heure. Pour la construction et la pose, j'en ai eu entre 40 et 50 heures. Donc j'ai fait tous mes trous à la main. J'avais tellement mal, j'avais des croûtes sur les mains parce qu'en plus je l'ai fait j'ai commencé 15 jours avant l'événement. Donc c'est le moment où tu es juste dans le rush, et la veille j'étais encore en train de poser mes œillets pour vite terminer. Et derrière, avec mon marteau, pour les poser, donc j'avais trouvé des astuces pour pas faire trop de bruit, parce que jusqu'à 2h du matin, je tapais des œillets, donc pour pas réveiller les colocs. Et cette perruque aussi, elle avait été très compliquée, parce que c'était inspiré de Mélisandre dans Game of Thrones. Il y a toute une construction en arabesque à l'arrière de la tête, un peu comme une couronne, et puis ça tient avec du gel, de la colle, tout ce qu'il faut pour vraiment que ce soit statique. Ma perruque préférée encore aujourd'hui, là, avec l'arrêt du drag. Enfin, il est incroyable. Bon, la robe, j'ai du mal à la porter, mais parce que c'est un enfer à enlever. Il n'y a pas de système de fermeture. Et que chaque lassage est fait en symétrique. Donc, en fait, au devant, ça fait une flèche vers le bas. Ensuite, sur les côtés, où ça fait des rayures, sur les côtés devant. Sur le côté, c'est des croix. Et derrière, c'est en symétrique. Où du coup, dans le dos, ça remonte comme une colonne vertébrale. Mais vraiment, j'en étais très fier à l'époque quand je l'ai faite. Enfin, j'en suis toujours très fier. Et vraiment, cette perruque et cette tenue, c'est vraiment celle avec la robe de princesse
Donc je veux pas me débarrasser, ça reste. Tu m'étonnes. Mais par contre, celle-ci, je peux pas la porter, quoi. Enfin, je sais que la robe de princesse, ça sera ma robe de mariée. Mais celle-là, c'est vraiment juste, elle est belle sur cintre. C'est une pièce de collection. Oui, oui, oui. Bah, Ah non, mais vraiment. Première paire, c'était la Rousseau au baston. La Rousseau, tu m'oublieras. Ça me dit quelque chose. Oui, à l'époque, il y avait le baston. Ensuite, j'avais fait une deuxième scène à baston, il me semble. Mhm. Ouais, c'est là que Morgane m'avait dit, toi, je te laisse encore un peu évoluer et après je te book. C'était I Will Survive. Mhm. Et derrière, je suis allé sur une Gemini sur King de Florence and the Machine. Non, du coup, c'était à la Gemini Ouais. que je t'avais vu. Où j'étais censé faire ma première à la Gemini et finalement pas du tout. Ah Ouais, non, j'avais mais besoin de faire quelques scènes avant. C'était un peu stressant, la Gemini, du fait que j'étais plus avec mon ex et pouvoir c'était faire ses passer le proches, message. etc. Je savais qu'il allait être là. Et j'avais besoin de, en fait, déjà faire mes armes sur scène parce que, en fait, vraiment, quand j'ai fait ma première scène, j'ai prévenu personne, Ok. à part ma meilleure amie. J'ai Yeah. prévenu personne. Ok. Et tout le monde était en mode, mais Pandore, tu fais ta première scène, tu nous as pas dit, on voulait être là. Mais moi, je voulais pas, en fait. Laissez-moi Parce tranquille. que, ok, elle était bien, mais dans le doute que ça aurait été de la nulle Mhm. pour pour une première, franchement. Ben, je voulais pas que les gens voient ça, du coup, je suis allé sur scène et puis c'est compliqué les premières scènes en soi, donc voilà. Ah. Le baston, vous ne connaissez pas, on va vous expliquer. Non, ça a été un lieu qui a été génial pour le début de beaucoup de personnes, qui permettait beaucoup de scènes émergentes. Pour moi, c'est vraiment sans critique, il y avait un côté un peu bac à sable, Mhm. dans le sens où tout était permis. Il n'y avait pas une exigence qui était posée, là où par exemple, à la Gemini, il peut y avoir quelque chose de... On recherche la performance, on recherche l'excellence. Un petit stress, une petite angoisse de se dire « Waouh, tu dois faire ta première scène Moi, à j'ai une fait ma Gemini. première scène à Gemini et j'étais comme ça. Et du coup, je me suis vautré, j'ai plus de souvenirs de la perf. Ça, personne n'a de souvenir de sa première paire, qui est à l'image de ce qui est attendu. En fait, c'est une soirée qui était installée comme de la performance, de l'excellence, et du coup, forcément, il faut être au niveau. Tandis qu'à Bassan, il y avait un peu plus ce truc de grande famille, C'est ça, tu te tu votes, viens c'est comme pas tu grave. veux, c'est pas grave, juste t'as passé un bon moment sur scène, c'est le plus important. Pour commencer, c'était quand même plus agréable de se dire, bon voilà, je sais que je suis dans un lieu qui me permet Mhm. d'évoluer, qui va pas me juger sous les mêmes lunettes qu'une personne qui a 3, 4, 5, 10 ans de drague. Nous, on a la chance où il y avait, enfin, quand t'as débuté dans le drag, il y avait très peu de vieilles dragues. Ça se mettait sur la doigt de l'homme. Oui, mais il y avait les dragons, elles étaient plus sur scène. Oui, Il non, y avait plus, enfin, les collectifs étaient éparpillés après le Covid. Ouais. Et du coup, il y a eu un renouveau 2-3 ans après, Ouais. quoi. Et ça se renouvelle en permanence. Tout Là, le temps. moi, ça fait 1 an que j'ai quand même un peu disparu de la scène. Là, ça fait juste 6 mois que je me suis dit c'est terminé. Mais j'ai l'impression que ça se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je suis en train de passer. Enfin, j'ai moins ce sentiment aujourd'hui, mais j'avais vraiment au début le sentiment de me dire mais je suis en train de rater tellement. Non, en fait, j'en ai profité comme j'avais à en profiter. Mais parce que avec l'arrivée de Drag Race France aussi, ça a lancé le drag sur quelque chose d'un peu plus mainstream. Déjà, Totalement. même si avec Drag Race US c'était déjà assez présent, mais avec le Drag Race France, ça donne de plus en plus envie à des jeunes de se lancer. Donc Et le souci, c'est qu'ils n'ont pas forcément la culture queer derrière. après ça s'apprend. Ça J'ai s'apprend. envie de te Non, c'est dire. clair, parce que moi, genre, je me suis pas du tout construit sur Drag Race. Oui. Même si j'avais Et tant vu... mieux. Ah, c'est clair. Parce que pour moi, c'est pas du drag, c'est juste un concours de beauté, genre c'est Miss France. Même si je travaille avec des personnes de Drag Race. Oui, mais En faisant pareil, mon trait, tu vois. ça va quand même un peu plus loin. Mais c'est un concours de dernièrement, je l'ai beauté. partagé en disant, en fait, il faut pas oublier que Drag Race, ça reste la société capitaliste qui s'insère dans un mouvement qui se voulait anticapitaliste. Ah non, oui, mais de toute Et façon, pour tu peux pas, du autant, moment que tu fais de l'argent, tu peux pas te rentrer dans ce ouais. cercle-là. Et que j'adore regarder Drag Race quand même, mais je perds pas de vue en me disant, il y a beaucoup de personnes du public qui peuvent se dire, oui, cette tenue, pour toi, elle est pas au niveau, etc. Enfin, mais en Ça fait, se passe on n'a pas pas comme les ça mêmes derrière. moyens. Quand Ouais, on puis est même sur ça la se- scène locale, on va mettre 100 balles dans une tenue et ça fait quand même un sacré budget parce qu'on est des personnes précaires. Sur Drag Race, tu triples, quadruples le Bah, tu budget mets par minimum tenue. 10 000, tu prépares Ouais. ça en un mois, et des fois, tu vois la tenue le jour J. Oui. Et que c'est vraiment tenue, perruque, talons, accessoires. Ça coûte quand même excessivement cher.
je dirais pas à mauvais escient parce que c'est du vrai travail. Oui. Et qu'en fait, quand je passe 60 heures de travail sur une tenue, combien vous êtes payé, vous, pour 60 heures de travail? Bon, pas 300 balles, non. C'est un vrai budget. Et pour aller sur Drag Race et pour impressionner le public, eh ben, il faut avoir ce budget-là. Parce que si tu es un ou une artiste qui touche juste le RSA et tu veux aller sur Drag Race, bah désolé, mais tu vas partir en premier. Parce que tu n'auras pas les moyens de pouvoir participer à cette compétition. Moi, une des drags que j'adore, c'est Jinx Monsoon. Et dans un podcast qu'elle produit, qu'elle anime, c'est Alaska qui produit. Elle en parle en disant quand elle a fait sa saison, elle est venue avec 0 € de budget. En fait, elle a emprunté des perruques, des tenues à ses sœurs drag. Elle était à la rue à ce moment-là. Et en fait, sa personnalité lui a permis quand même de gagner. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Tu peux pas juste venir avec des perruques sèches, avec 2 bouts de tissu sur toi et espérer gagner la compétition parce que les exigences ont évolué, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent et que c'est plus quelque chose de niche en fait à la télé. Je reviens là-dessus. Vas-y, pardon. Mais du coup, sur cette scène où j'avais ma robe à œillet, c'est la première fois que c'était plus... je vais pas donner mon dead name, j'ai failli le faire parce que je le donne souvent quand j'en parle. J'ai juste une question sur ça, sur le dead name. Je comprends que du coup tu veux plus être associé à qui t'étais, mais pour quelle raison? Alors en vrai, je vais vous le donner parce que j'en ai rien à faire que non, j'en ai rien à faire que les gens connaissent mon dead name. Juste, l'utilisez pas. C'est la moindre des choses. Mon prénom c'est Pandore, c'est marqué sur ma carte d'identité. C'est quelque chose qui me correspond plus. Moi, mes parents l'utilisent encore et j'ai juste un rejet de me dire mais en fait c'est plus moi, c'est vraiment pas, enfin c'est un prénom, moi c'est un prénom que j'ai beaucoup aimé. Je l'aime toujours beaucoup, j'adore l'écrire et je suis un peu dégoûtée parce que ma signature était trop belle, mais en fait juste je me reconnais plus dedans et c'est pour ça que je veux pas qu'on l'utilise. Et il a aussi un truc un peu masculin où je me sens plus dans la masculinité. Je sais que sur de la transition en tant que femme trans, et même en tant que personne trans, c'est toujours rattaché à ton sexe biologique de naissance, mais ça correspond plus. Moi-même, il y a des jours où encore hier, je me suis levée et je suis en, oh waouh, si j'étais juste un mec gay hyper femme, je serais hyper mimes, peut-être que je devrais m'arrêter là. Et il y a quand même ce truc, mais en fait c'est Pandore. Et même si je devais le vivre en masculin, ça serait Pandore. Et ça peut être unisexe. Là-dessus, c'est la première scène où c'était plus Amaury qui jouait à Pandore, mais c'est vraiment Pandore qui est né. C'est vraiment une scène où, comme toi, tu as eu sur ta première scène et comme j'ai eu, un peu un blackout. Et pour autant, pour moi, pas tout à fait un blackout, c'est Amaury a un blackout. Mais par contre, il y a l'énergie féminine qui m'a juste déchiré le corps, où vraiment j'ai senti dans tout mon corps un truc, et vraiment une énergie féminine qui me transperce et qui sort. Et c'était cette personne-là sur scène. Moi, d'un coup, je me suis retrouvé en arrière et puis pilote automatique, je connaissais ma performance par cœur. Et là, mais vraiment de la folie pure aussi sur mon visage. C'était la première fois que je le voyais s'animer autant sur scène quand j'ai vu les photos et vidéos. Et je le sentais aussi dans une articulation de dingue. Je suis quelqu'un de plutôt réservé, plutôt dans mon coin, à part quand je commence à connaître les gens et après je me libère un peu. Et même sur scène aussi, il y avait toujours ce truc où on présente toutes les dragues et j'étais vraiment la plus en retrait de toutes. Mais par contre, dès que tu lances la musique, là c'est le travail d'actrice. À ce moment-là, j'existe. Et Florence and the Machine en parle énormément, c'est que c'est un moment où je suis à la fois tout à fait moi-même et à la fois plus du tout moi-même. C'est vraiment, je suis tout à fait absente et tout à fait présente. Et c'est vraiment ça que je vois sur les vidéos aussi, c'est que dès que la musique elle se lance, il y a quelque chose dans mon regard qui switch de là, je sais quelle énergie je veux transmettre au public. Et j'ai pas besoin de faire des mouvements de dingue, etc. C'est juste dans l'utilisation de mon corps, dans l'utilisation de mes expressions faciales, comment je regarde le public, est-ce que je le regarde dans les yeux, est-ce que je regarde à côté, et tout ça, ça crée une énergie particulière qui vient transmettre, enfin c'est vraiment pour moi c'est transmettre une énergie quand je vais sur scène. J'en ai rien à faire d'être belle, je sais que je suis belle en drague. Là-dessus je le sais, j'ai tellement travaillé sur mes tenues, sur mes perruques, sur mon maquillage, je sais que je suis belle, mais ça m'intéresse pas parce que sinon je m'ennuie. Donc du coup j'ai besoin d'être dans mes émotions. Et puis même, je me rappelle pour ce shoot, tu m'avais redemandé après des photos supplémentaires.
Mhm. Et à la Oui. base, Oui. je n'envoie jamais de photos. Je Et crois que genre, celle-là, elle n'y était pas dans le non, premier. ouais, c'était une photo supplémentaire. Et du coup, oui, celle-là, tu me l'avais envoyée en supplément. Et vraiment, c'est une de mes préférées avec celle où je suis de dos aussi. Il y Ouais, a un gros ouais, bah plan là on sur voit le tout cul. le Et travail. du coup, on voit tout le travail des œillets, ouais. Et vraiment, voilà, ça a été la première scène où j'ai senti cette énergie féminine et je jouais plus à être une femme. C'est vraiment de OK. Et je suis rentrée chez ma meilleure amie ce soir-là en pleurs. Je voulais pas me démaquiller. Il y avait sa mère qui m'a vue aussi. Et puis vraiment, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et genre, là, je comprends pas. Et j'avais dit, et le lendemain, quand je suis rentrée chez moi, j'ai d'autant plus compris, c'est que j'ai passé une demi-heure sur mon lit et j'ai eu l'impression de devenir, c'est pas de la psychophobie, hein, je vais dire folle, mais clairement parce que j'ai passé une demi-heure sur mon lit à deux personnes qui se parlent. Il y avait Mhm. Amaury et Pandore qui se parlaient et deux énergies différentes. Vraiment, dès que c'était Amaury, j'étais en pleurs et dès que c'était Pandore, c'était juste sors-toi les doigts du cul. En fait. Arrête avec ta putain de tristesse et tout ça. Et une demi-heure à vraiment y avoir ce truc de me tourner, me retourner, me tourner, me Mhm. retourner en changeant de personnage. Et c'est là que j'ai écrit à Catherine Bazanville, star lyonnaise, en lui disant, écoute, là, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de l'avis de quelqu'un qui fait du drag et qui fait aussi du théâtre parce que je suis en train de me perdre. Je sais pas ce qui se passe, il y a une bataille intérieure où là, ça me déchire. Mhm. C'est vraiment l'ouverture de la boîte de Pandore ce soir-là. Et tu peux plus refaire rentrer la féminité dans cette putain de boîte. C'est comme ça que du coup, on est allé prendre un café, on a fait une balade avec Catherine et elle m'a pas vraiment aidé. Elle m'a donné ses conseils, mes conseils d'une personne qui ne vit pas la question de transidentité. Moi, ça faisait déjà 13 ans que je me posais la question. Depuis mes 15 ans, je me disais ah, je suis peut-être juste pas juste gay, je suis peut-être une meuf trans. Mais par contre, sur le niveau émotionnel, ce que j'ai ressenti et ce que ça m'a permis de vivre derrière, c'est vraiment la première scène qui m'a. Mhm. Enfin, vraiment cette sensation de je suis plus dans mon corps. Et là, il y a quelque chose un peu de divin, de vraiment, il y a une énergie divine qui prend possession et qui m'envoie un message de Bah, ok, c'est toi. Mhm. là, il y a un tournant dans ta vie qui se passe. Et c'était ce moment-là. Pourquoi Pandore du coup? Pandore, parce que j'ai parlé de toutes les créations que je fais depuis des années, mais ça fait aussi 6 ans que je travaille sur la mythologie grecque, Mhm. où je fais des lectures, des analyses, je suis sur un travail de réécriture du coup, euh, pour réécrire les mythes grecs d'une manière un peu plus inclusive. Mhm. Là, Trop c'est bien. enfin en train de trouver forme, donc je vais raconter le mythe de Pandore. Elle est un peu narcissique, mais c'est un mythe qui est très peu exploré, où on connaît juste le terme de la boîte de Ouais. Pandore qui a libéré tous les mots sur Terre. Moi, je veux le travailler vis-à-vis de son origine étymologique. Donc Pandore, ça veut dire pan, c'est tout, et Dora, les dons. Ok. Donc c'est une personne qui est parée de tous les dons, parce que c'est la première femme qui a été créée par les dieux de l'Olympe. Ok. Sa création est née d'une embrouille entre deux hommes, hein. Donc on accuse la meuf, mais c'est une embrouille entre Zeus et Prométhée. Comme par hasard. Et les dieux de l'Olympe, les 12 divinités de l'Olympe, se sont penchés sur son berceau et lui ont fait un cadeau. Ok. Donc Héra lui a offert la royauté, son charisme. Aphrodite lui offre la beauté. Hestia lui offre le feu, l'énergie vitale. Hermès lui offre la curiosité, Mhm. qui est à double tranchant. Du coup, c'est la curiosité qui lui fait ouvrir la boîte, mais à la fois, c'est la curiosité qui lui permet de s'enrichir, Mhm. d'évoluer. Et voilà, chacun lui fait un cadeau. Et mon premier chat s'appelait Pandora aussi, parce que du coup, c'était mon premier Mhm. chat, première femme. Et là, en plus, dans une démarche de transition, il y avait vraiment ce rapport à bah, moi, mon amour de la mythologie grecque, Mhm. et puis plus largement que physiquement, je suis aussi psychologiquement en train de me donner la vie, Mhm. parce qu'une transition, c'est pas juste physique, c'est aussi réinvestir tous les souvenirs d'enfance, de ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, qui je suis, qui j'aurais pu être, euh, mais aussi tous les manquements des personnes qui m'ont entouré, qui ont Mhm. refusé de permettre à ma féminité de Mhm. voir le jour. Et du coup, aujourd'hui, je suis en train de me donner vie dans le sens où je suis en train de me guérir Ouais. et de travailler sur la gestion de mes émotions, la gestion de mes relations, d'avoir des rapports beaucoup plus doux, beaucoup plus sains, beaucoup plus sereins.
avec le monde qui m'entoure. T'en es où du coup avec ta famille actuellement? Si tu veux en parler, il y a pas de souci. Bon, on va pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas forcément quelque chose qui là maintenant je trouve ça pertinent, mais je suis en rupture avec ma famille parce que mes frères, enfin il y a 15 jours là, ma mère m'a envoyé, enfin j'ai repris contact avec elle et elle m'a juste envoyé un message en me disant toute la famille veut faire un break avec toi. Mais derrière, elle m'a dit que c'est moi qui étais violente. Hein. Bien sûr. Mais parce que derrière, j'ai répondu allez vous faire foutre. Donc oui, effectivement, mes paroles étaient violentes. Mais qu'est-ce qui l'a déclenché? C'est est-ce qu'il n'y a pas de la violence quand tu dis à ton enfant, en fait, toute la famille veut faire un break avec toi, on n'en peut plus, chacun a ses problèmes et on ne veut pas avoir géré les tiens. Parce que du moment où je dis que je veux me faire appeler Pandore, c'est un problème. C'est vraiment ça le problème. Mais parce que je viens d'une famille qui est raciste, homophobe, sexiste. Tu viens de quelle région Béziers, dans le sud de la France. Donc le maire, c'est Robert Ménard. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un bon soutien du Rassemblement national. Et j'ai grandi quand même avec le portrait de Jean-Marie Le Pen dans mon salon. Fabuleux! Beaucoup de gens ne le comprennent pas parce qu'on me dit mais c'est quand même ta famille, tu devrais les aimer. Mais en fait, à ma thérapeute, j'en parlais en disant je vous ai beaucoup parlé d'une certaine relation. Si cette relation m'avait frappé pendant 15 ans, est-ce que vous me diriez qu'il faut que je renoue le contact avec? Non. Donc, pourquoi, si mon père m'a frappé pendant 15 ans, on vient me répéter en permanence, mais c'est ton père, il faut quand même l'aimer? Donc, il y a une part de moi qui, là, suis en train de guérir finalement de cette rupture, de me dire, c'est pas grave. Je crois que c'est même pour le mieux, ou je vais me sentir mieux sans ces personnes-là, parce que même à l'avenir, si je dois créer des relations, ou même sur la question de la parentalité, si un jour ça arrive, je ne veux pas que mes frères et ma famille ne puissent retransmettre toute la violence qu'ils m'ont transmise en fait. C'est vraiment, moi j'essaye de me guérir et de me détacher de toute cette violence-là pour ne pas la retransmettre. Eux ne font pas ce travail-là, donc je ne veux pas qu'ils fassent partie de ma vie. Voilà. Deuxième partie, Pandore. Donc on en était sur cette photo où je viens de gagner la Deathmatch, donc qui était une compétition de lip-sync organisée par les Maxi Queer. C'était en janvier dernier. Je trouve ça un peu ironique que je porte exactement la même perruque que sur la première photo. Recoupée un peu parce qu'elle était bien abîmée en bas, mais une robe différente qui est beaucoup plus dans un aspect mythologique, mais en tout cas toujours du bordeaux, toujours du rouge. En même temps, c'est mes couleurs en drague vraiment. Bon, j'ai ce petit truc où je sens les roses après qu'on me les a donnés et tout le monde, il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont cru que c'était des vraies roses. C'était des fausses? Ouais, elles sont en plastique. Comment c'est quoi chanter? Et je les ai réutilisées parce que dernièrement j'ai fait une tenue pour Baron Verveine où cette scène elle était aussi très marquante parce que très compliquée où ça fait deux ans que je suis lancé sur ma transition où il y a eu un an de transition sociale et là ça fait un peu plus d'1 an que je suis sous hormones et je dois dire que quand même les hormones m'ont un peu bien brassé psychologiquement. Après, je suis quelqu'un de très anxieuse de base, donc ça s'est rajouté en plus. Là, c'était la période de novembre-décembre, juste avant la prise de cette photo. J'étais dans le commerce, dans une entreprise qui fait son chiffre majeur durant la période de Noël. Donc, j'avais jamais de repos et c'était vraiment une période très dure. Et j'ai fini en clinique de soins psychiatriques. Parce que j'avais envie de mourir et j'avais pas envie de faire de tentative de suicide, mais je la sentais pas très loin. J'avais peur de faire cette tentative de suicide. En même temps, il y avait beaucoup de questions de consommation, que ce soit alcool ou d'autres substances, parce que je suis une personne qui a un terrain addictif très présent. Mais même plus largement, dans mes relations amoureuses, j'ai exactement le même rapport. J'avais prévenu Catherine quand on a commencé à relationner, c'est... Attention, un jour, je risque de développer une dépendance envers toi. Ça n'a pas manqué, mais elle était prévenue. J'en parle beaucoup de mes addictions sur scène, notamment parce que ça me permet aussi de désacraliser ça, désacraliser le tabou qu'il y a autour et de permettre à mon public de se sentir vu parce que je sais que je ne suis pas la seule personne à vivre ça, notamment dans le milieu LGBT. Les espaces de nuit, la scène, les boîtes de nuit, c'est les seuls
lieux dans lesquels il nous est permis d'être pleinement nous. Et forcément, quand tu fais soirée jusqu'à 5h, voire 10h du matin, il y a forcément des choses qui rentrent dans ton corps pour te permettre de tenir. Et c'est sans se déresponsabiliser, mais en fait, c'est les seuls espaces qui nous sont permis d'exister sans qu'il y ait question sur nos identités. Parce que quand on est au travail, quand on est dans la rue, quand on est même avec des amis qui sont hétéros, il y a toujours question. On est toujours l'ami gay, l'ami trans, l'ami... Oui. Alors que à ce moment-là, quand on est dans le monde de la nuit, ça n'existe plus ces questions-là. Donc bref. Et au contraire, surtout quand dans le monde de la nuit, on est souvent mis, enfin surtout toi du coup dans le drag, t'es mis en avant. Oui. Et du coup, t'es idéalisé sur scène. Il y a vraiment ce truc avec le drag, d'être mis sur un piédestal, moi ça me bute. Hein. Mais moi, déjà, je l'avais ça avant, mais sur la mentalité lyonnaise. Quand de base, je viens de la campagne stéphanoise et tout, et quand je suis arrivé sur Lyon et j'ai fait une école de cinéma, c'est soit on te mettait sur un piédestal, soit on te rabaissait, mais genre à mort parce que machin est mis jaloux. Mais une fois que t'as fait tes preuves, tout le monde te veut, te machin. Ouais. Et c'était très très dur. Et après, dans le milieu pro, j'ai retrouvé ça. Je me dis, ouais, après, il y a aussi une vision. Quand on découvre la communauté queer et la scène et tout ça, il y a un peu cette petite euphorie de tu te sens enfin vu, compris, accepté. Et après, il y a un peu la désillusion, elle est normale, où tu as passé les premières étapes de l'état amoureux. Et d'un coup, tu découvres que juste la communauté queer, elle est à l'image de la société. Il y a des cons partout. C'est pas parce que t'es gay que t'es intelligent. C'est pas parce que t'es gay que t'es inclusif. C'est pas parce que t'es trans même que tu n'as pas de biais transphobe, raciste, sexiste. Enfin, et même dans la gestion des émotions, vu qu'en plus c'est quand même une communauté qui a vécu beaucoup de traumas, c'est pas forcément des relations tout le temps saines. Et ouais, juste, on essaye de faire en sorte de se guérir les uns les autres et soi-même, mais ça reste à l'image de la société et tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Il y a vraiment ce truc au début de tu veux être pote avec tout le monde, mais au début aussi avec les drags, j'avais un peu ce truc de faut que je sois pote avec, enfin faut que je sois sympa avec toutes les drags. Okay. Et j'avais quand même ce truc de conscience personnelle de je ne sais pas mentir, quelqu'un que je n'apprécie pas, je ne peux pas. Mais par contre, je voulais être booké. Donc trouve ton juste équilibre. J'ai fait le choix d'avoir moins de booking, mais d'être honnête dans mes valeurs. Ça, c'est mieux. Tandis que d'autres personnes vont être très fortes sur la gestion sociale et se faire apprécier de tout le monde, et du coup sont bookées partout. C'était la petite divagation, je reviens sur l'image. Ouais, j'étais en permission, donc j'étais rentré le 17 janvier à la clinique, et ça c'était le 31, donc on m'a donné une permission d'une nuit. Où du coup pendant 15 jours j'ai répété dans ma chambre de clinique vraiment, et puis quand je faisais des tours du parc de la clinique j'avais la musique dans les oreilles pour apprendre les paroles conditionné. Et pour moi il était hors de question que je ne gagne pas. Et je m'étais dit non mais c'est pas grave si je perds, surtout pas la première à partir. Oui, parce que du coup pour rappeler il y a c'est un peu comme la finale de Drag Race, t'as des différents sets. Tu sais pas sur qui tu vas tomber. Si, on savait sur qui pour le premier tour. Donc on était 8 artistes, ça faisait 4 lip-sync en première manche. Mais on savait sur qui on tombait et sur quelle musique. Mais on nous avait donné 3 autres musiques à apprendre. Donc on savait que sur les 3, il y en a 2 sur lesquelles on passait si on allait en finale. Moi je suis allé sur cette scène en me disant c'est un concours de lip-sync. Et je n'avais aucun accessoire. Aucun reveal, rien du tout. Je me suis dit, c'est un concours de lip-sync, je travaille sur mon émotion, sur mes paroles, sur mon expressivité. Parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai vu se perdre avec leurs accessoires. Et ça, c'est un piège. Les drag queens et drag kings qui écoutent ça, arrêtez avec vos accessoires. Si votre performance, elle est nulle sans les accessoires, juste elle est nulle. D'abord, prévoyez votre performance comme il faut, sans accessoires, et après, vous amenez un accessoire. Si votre performance, elle repose sur un accessoire, la performance, il faut la laisser tomber. Voilà, j'avais fait ce choix-là, et après, oui, j'étais rentré chez moi en me disant « Attends, arrête de te remettre en question. À un moment donné, s'il y avait que des bébés drag ou des tout jeunes, tu n'y es pour rien. » J'aurais adoré me confronter à d'autres artistes sur la scène lyonnaise qui étaient plus installés et montrer aussi, ça m'aurait stressé encore plus, mais montrer que j'ai pas gagné pour rien. Parce que là, il y avait un peu ce truc de c'était évident que c'était moi qui allais gagner parce que moi, personnellement, je me chiais dessus. Mais ouais, à un moment donné, moi, je sors de scène et je vais pour me changer et j'entends, oui, mais de toute façon, on sait qui c'est la favorite. Et...
Mais en fait, ça, j'ai pas besoin de l'entendre. Voilà. Je sors de la clinique là pour une nuit. Je suis vraiment dans un état de fragilité intense. Quand on dit un lip sync for your life, donc lip sync pour ta vie, sur cette musique-là, je l'ai bien senti. C'était vraiment de. Là, j'ai réussi à aller en finale. Il est hors de question que je parte sans cette coupe, sans cette victoire. Surtout sur Fighter, à un moment donné où je suis en clinique parce que j'ai pas envie de mourir. Et j'étais en colère, j'étais triste, j'étais désespéré, mais contre tout le monde, contre moi-même. Je ne voulais pas avoir de visite, je ne voulais pas répondre aux messages, je ne voulais pas qu'on m'écrive. Parce que j'étais en colère contre tout le monde mais en fait, j'ai envoyé des signaux d'alarme et personne n'a agi. Et là, maintenant qu'on voit que je suis dans la merde, tout le monde m'écrit en disant « Est-ce que ça va ?» Non, trop tard. C'était avant qu'il fallait s'inquiéter. Toute cette colère qui est revenue sur scène en disant « Mais là, je repars avec cette victoire. Là, I'm a fighter, c'est... j'ai pas besoin de vous. Mais juste laissez-moi vous montrer que même là, à ce moment-là où je suis au plus bas dans ma vie, je gagne quand même. Je ne ferme pas totalement la porte au drag, mais je pense que cette version-là de Pandore n'existera plus vraiment, où je pourrais performer en tant que femme trans, mais plus en tant que drag queen. Ok. Ça, non. Parce que ça venait me créer aussi quelques jeux interne où l'image de la drague, c'est toujours, de la drag queen en tout cas, un homme qui se travestit, qui se transforme en femme. Et là, ça me renvoyait toujours sur le truc de transformation et pas être. Ouais, je me maquillais entièrement et là, j'avais cette petite vision de tu seras toujours un mec qui se prend pour une femme. Alors que là, au quotidien, que j'ai juste un peu de blush ou pas du tout de maquillage, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et parce que aussi, je me rends compte que ma féminité ne passe pas par le maquillage, ne passe pas par les perruques, ne passe pas par les talons, ne passe pas non plus par les jupes et les robes. Je suis incapable d'en porter. C'est les pantalons taille haute, bien cintrés, ça fait un cul de dingue et ça féminise une silhouette. Il n'y a pas besoin des jupes. Beaucoup de cheminements personnels auxquels je ne m'attendais pas. Quand on parle de drague, quand on parle de transition, il y a vraiment cet aspect déjà marquant physiquement que la société globalement a en tête. Et moi, là, ça fait 2 ans et demi que c'est un chaos absolu émotionnellement. Donc, j'avais bien choisi mon nom de scène. Mais vraiment, c'est aussi un espace où on se trouve soi-même. C'est vraiment, on n'arrête pas de se perdre et se retrouver, se reperdre, se retrouver et découvrir de nouvelles couches à sa personnalité, à ses envies, à ses attentes, à ses valeurs morales aussi. Pour les personnes qui veulent se lancer dans le drag, c'est pas juste de l'esthétisme. Faites attention à ce que vous faites. C'est vraiment dur parfois, mais c'est à la fois tout détruire pour tout reconstruire. Là, je pense que j'arrive enfin dans un moment où mes fondations sont solides, mais ça a pris du temps. Aujourd'hui, je me sens comment ? C'est compliqué. Je pense que juste, je me sens. Je peux pas dire je me sens pas bien, je me sens bien. C'est juste, je suis dans une grosse période de transition puisque changement de travail, changement d'appartement, changement de relation, changement de groupe social, pur avec la famille aussi. Donc je fais confiance un peu à ce qui est en train de se passer. Ça fait pas forcément sens pour le moment, mais je sens que c'est pour le mieux. Et à la fois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu ces 10 dernières années, même plus, 15 dernières années, de la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Et à chaque fois, je change absolument toutes les sphères de ma vie. Je ne m'attendais pas à le vivre aujourd'hui parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose de plutôt stable, de plutôt périn. Là, je vais me retrouver beaucoup plus seule et j'en ai besoin. Quand je me tire les cartes, ça me le dit toujours. J'arrête pas de tirer l'ermite, donc la carte de la solitude, parce que j'ai besoin de ce moment un peu... je pense qu'avec ma transition, j'ai quand même beaucoup projeté. J'ai beaucoup fait attention au regard des autres. Même si j'étais consciente de quel était mon propre regard et que là, j'ai besoin de me retrouver physiquement, émotionnellement et psychologiquement toute seule. Je vais avoir 30 ans et je crois que je le vois arriver. Et je crois que c'est pour le mieux parce que vraiment, quand je me vois au futur, et ça, c'est quelque chose qui a changé, je ne me voyais pas vieillir. Je pensais que vraiment ma vie s'arrêterait à 30 ans. Finalement, c'est une vie. Oui, au masculin, ma vie est terminée avant mes 30 ans. Et que là, je me vois vieillir et je suis sûre qu'à 40 ans, je serai instoppable en fait. Déjà, psychologiquement, je serai beaucoup plus sereine, encore plus que ce que je suis aujourd'hui, mais parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Vraiment, se construire en tant que personne et non plus comme un enfant à qui on a imposé des valeurs, à qui la société a imposé des valeurs. C'est à ce moment-là
qu'est-ce que toi tu choisis, quel est ton chemin de vie, comment tu te comportes avec les gens. Et ça prend du temps de trouver ces pistes et surtout comment les mettre en application. Et oui, la vingtaine, c'est dur. Enfin, ouais, moi c'est pour ça que je dis les 30 ans, je les accueille avec plaisir. Où, là, on commence un peu à me shader, me dire ouais, tu vas avoir 30 ans, t'es vieille. Mais oui. Et alors, enfin, je suis la première à faire des blagues sur l'âge, mais moi je les accueille avec plaisir en fait. J'aurais aucun tabou à dire ouais, j'ai 30 ans. Parce que déjà, j'en fais moins. Mais, et avec le drag, vraiment, j'avais un truc, la compétition. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, visiblement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le cacher. Mais j'étais hyper compétitrice. Quand j'allais sur scène, j'avais vraiment ce truc de il faut que ce soit moi la meilleure. Il est hors de question que je me fasse éclipser par quelqu'un d'autre. Et c'est un sentiment qui me bouffait, en fait, parce que ta petite euphorie pendant une soirée où tout le monde t'applaudit en se disant c'est génial, et le lendemain tu te retrouves seul chez toi en disant bah c'était pas si top et puis maintenant il faut recommencer. Et ça a été 10 ans où je refaisais cette boucle et cette boucle et cette boucle qui était de plus en plus violente parce que je mettais ma santé physique et psychologique en danger à un point de faire des nuits blanches sur nuits blanches sur nuits blanches avant d'aller sur scène et d'arriver sur scène et pas vouloir y aller parce que je suis épuisé et j'ai envie de parler à personne et rentrer chez moi en pleurs parce que ouais c'était génial. Putain, je suis fatigué. Et ça devenait de plus en plus violent. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic il y a quelques mois de se dire stop et oh. Et je pense vraiment la transition m'a aidé là-dessus. Et peut-être l'âge qui avance, me dire non, mais en fait, je suis suffisante. Là, c'est bon. J'ai pas besoin de me prouver. J'ai pas besoin de faire. Et pas faire des choses pour être apprécié. Et ça change beaucoup. Vraiment, là, au quotidien, j'arrive à me détendre, à regarder des séries, à regarder des films. Chose dont j'étais incapable ces dernières années parce que c'était une perte de temps, j'étais pas productive et... Je crois qu'on a tout dit. On peut te retrouver où ? Sur les réseaux sociaux, pardon. Est-ce qu'on peut me retrouver chez moi, au travail, mais... À quelle heure ? Non, mais on peut te retrouver où sur les réseaux ? Je suis encore pendant un mois chez Maison du Monde, mais je sais pas quand est-ce que tu sortiras ça. Sur les réseaux sociaux, si vous voulez suivre, mais il y aura pas grand-chose de très intéressant. Enfin, si, peut-être à venir du travail sur la mythologie grecque. Ouais. Et sur ma transition, le partage de mon parcours sur Pandore-8, Pasquier comme les brioches et Pandore comme la boîte. On a dit beaucoup de choses quand même. Je pense juste que je vais partager, il y a déjà une parole que je viens de partager, mais des mantras que je me répète au quotidien pour évoluer. C'est la première, c'est je ne suis pas responsable des émotions des autres. Ça implique aussi le contraire. Les autres ne sont pas responsables de mes émotions. Ça veut dire que... Et ça a saigné beaucoup de relations du moment où on est capable de prendre en charge ses émotions. Quand je suis en colère, j'arrive aujourd'hui à dire là, je suis en colère. Pas m'énerver, pas aller dans les tours, mais et surtout parce que je fais une réflexion de pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce que ça vient travailler sur moi sans accuser l'autre si j'ai une blessure qui n'est pas totalement refermée, c'est de là que provient la colère, mais voilà, sur toutes les émotions. Surtout ne pas prendre les choses personnellement, et c'est difficile quand on est dans ses émotions, quand on a des blessures, des fêlures, mais vraiment ne pas trop se prendre au sérieux. C'est important de rester un enfant. Je crois que ça, c'est quelque chose qui, par contre, marque beaucoup ma relation avec Catherine, c'est quand on est ensemble, on est deux gosses. Et ça me fait tellement du bien d'avoir cette relation-là, parce que dans la société, il est attendu qu'on soit sérieux, qu'on soit professionnel, qu'on se comporte de telle ou telle manière, et d'avoir des relations comme ça où on peut se permettre d'être 100% soi, d'être débile. Et sans avoir de jugement derrière, qu'on te remet en question sur ce que tu dis. Et ça, c'est cool. Il faut trouver ces personnes-là avec lesquelles on peut se sentir en confiance, mais qu'à la fois, on attire les personnes, on attire des énergies, les mêmes énergies qu'on renvoie. C'est un peu, si je me permets de ne pas me prendre au sérieux, je vais attirer des personnes qui ne se prennent pas au sérieux. Si je me prends trop au sérieux, je vais forcément attirer des personnes qui sont sur le même schéma, parce que c'est finalement quelque chose que j'essaye d'appliquer chez moi, et donc du coup que je recherche chez les autres. Et même au travail, moi je suis pas la personne la plus professionnelle du monde. Je suis une catastrophe. Quand j'étais dans la vente, mais j'étais une catastrophe. J'ai pu faire toutes les conneries possibles. Une fois, j'ai fait la fermeture du magasin, j'avais oublié, j'avais pas vu qu'il y avait un client qui restait. Oh waouh. Alors non, ça par contre non. Moi je suis hyper professionnel. C'était la première fois que je suis allé au magasin. Je parlais avec mon collègue, vu qu'on se connaissait pas, genre on a matché et on a parlé. Puis on n'a pas vu, en fait il y avait un angle mort et t'avais un gars, genre surtout on l'a dit, genre qu'on fermait le magasin et tout, qui a pas vu, et puis on a fermé le rideau. Le nombre de fois j'ai cassé le rideau de la boutique, parce que t'en avais un collègue qui avait mis un carton en dessous
que des conneries. Ok. Puis même aux clients, je racontais n'importe quoi. Non, mais voilà, c'est plutôt ça, mais avec les clients, je suis en roue libre, hein, vraiment sur de l'humour, sur des réflexions, etc. Et des fois, je suis un peu limite, mais Moi, je ça m'a sens jamais aussi ce mis qui en passe défaut. ou pas. Moi, généralement, ça me met même les clients en confiance. Mais il faut trouver la juste limite aussi. C'est ça. Et je sais que le dernier temps, avant que je mette ma rupture conventionnelle, les clients qui me parlaient mal, par contre, je les répondais et je Ouais. leur faisais comprendre conscience Ouais, qu'il n'y a pas à parler comme ça. Et le lendemain, les gens revenaient pour s'excuser. ok. Et j'étais en mode, Bravo. ok, donc il faut les envoyer chier pour... Ouais, c'est que ça dépend aussi quel terme tu emploies, Bah, ça, comment genre, c'est tu une leur personne dis. qui a 60 piges, t'as 20 ans. Mhm. Tu me parles pas, genre, je suis pas ton gosse. Ouais. Et je vais pas vous parler de cette manière. Enfin, c'est pas de ma faute si vous savez pas mettre des piles dans votre produit. Enfin, Un dernier conseil, et parce que ça, je pense que ça pourra faire lien avec tout ce qu'on a abordé, notamment sur mon parcours, c'est votre vie, vous la vivez pour vous-même, donc surtout ne faites pas de compromis. Alors, ça n'implique pas d'être des connards, mais par contre, ne pas faire de compromis sur ses valeurs, sur ses envies, etc. Et c'est tentant de le faire, notamment quand on a des relations amicales ou amoureuses, mais vraiment, les gens sont de passage. Peut-être pour longtemps, peut-être pour pas longtemps, mais du coup, la vie est courte et il faut la vivre pour soi-même, même si c'est dur, même si c'est parfois dangereux, et je le vis beaucoup avec la transition. Il y a des fois des moments où je veux pas sortir de chez moi, mais par contre, quand je suis dans la rue, je m'excuse pas. La rue, c'est mon renoué. C'est vraiment, personne ne voit que j'ai une anxiété sociale. C'est vraiment, je refuse de m'écraser dans l'espace public, notamment face aux hommes, parce que c'est eux qui occupent majoritairement l'espace public de manière agressive. Mais vraiment de vivre vraiment et pas s'enfermer dans des questionnements, dans des peurs, etc. À un moment donné, il faut sauter le pas parce que vous serez jamais prêt. Vous serez jamais prêt ou prête. Si vous attendez le bon moment, il n'arrivera jamais. À un moment donné, juste, il faut se sortir les doigts et y aller et essayer. Et on peut être bien accompagné là-dessus. c'est clair. Merci beaucoup, Pandore, pour cet entretien. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes. Merci beaucoup à toi pour ce moment. J'espère que les prochains épisodes se passeront bien, que tu trouveras le format qu'il te faut. Très bien, merci en tout cas.